Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent. On se retrouve en ce milieu de première, après la première semaine de compétition, entre la première et la deuxième semaine, pour le Tailgate du jeudi. Un Tailgate qui, comme la saison dernière, sera dévoué à des débats, à des discussions enflammées avec quelques-uns de mes amis et néanmoins chroniqueurs qui vont partager l'antenne avec moi. Alors aujourd'hui, le thème du jour, c'est les surréactions après la Week 1. Forcément, il n'y a eu qu'une seule semaine de compétition. On vous le dit tout de suite, il y aura de la mauvaise foi, on vous le dit tout de suite. Bien sûr qu'on ne croit pas tout ce qu'on va dire, hein, c'est évident. On ne croit pas forcément que les Patriots seront champions à la fin de la saison. On croit que les Saints le seront, mais ça c'est un autre débat que nous aurons peut-être plus tard dans la saison. Il y a Seb qui me regarde avec des grands yeux. Qu'est-ce qu'il raconte ? Non mais voilà, tout ça pour dire qu'il ne surréagissez pas à nos surréactions. C'est ça que je veux dire. Ça, c'est pas ça. On va pas se prendre une vague de haine parce que on a dit que les Chiefs n'allaient pas être champions. Tu vois, cet exemple est totalement fortuit, par exemple. Ça n'est jamais arrivé. Ça n'arrivera jamais. Pour m'accompagner pour ce petit débat sur les surréactions, j'ai mon acolyte du lundi et du mercredi, celui qui a fait toute la saison 2023 avec vous et qui va faire toute la 2024 aussi. C'est mon Seb. Salut Seb, comment ça va ? Salut Flav, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à toutes ceux. Ça y est, on est en business, hein, les overreactions de la Week 1. Et comme tu l'as dit, ce podcast sera bien sûr, et comme toujours avec nous, le podcast de l'objectivité. Comme à chaque fois que nous vous donnons rendez-vous, nous n'utiliserons pas d'hyperbole, nous ne ferons pas de comparaison hasardeuse. Non, on ne dira pas que votre joueur préféré est une pompe à vélo. Quoique, on en est capable. C'est pas notre genre. Oh, c'est pas genre. Comment ça va depuis lundi ? Parce qu'on s'est pas parlé depuis lundi. Maintenant, t'as gagné. Enfin, les 49ers. Écoute, moi, ça va comme quand ton équipe a rousté une des équipes les plus hypées du début de la saison. Hein, Aaron Rodgers est toujours vivant, ce qui n'est pas, pas toujours le cas après la Week 1. Voilà. Les Jets ont pris leurs 32 points. Ça fait toujours plaisir. Bon, après, non, très objectivement, j'ai trouvé quand même que c'était pas les mêmes Jets que la saison dernière. Ils étaient face ils avaient Aaron Rodgers, déjà. Voilà, ils avaient Aaron Rodgers. Ouais, mais tu vois, en termes de production offensive, même si c'était pas foufou, ça s'est vu, mais ils étaient face à une très très grosse défense. Eux, ils n'ont pas démérité parce que en termes de touchdown, ils ont vraiment limité la casse. Hein. C'est Jack Moody qui a fait le gros du boulot. Et moi, je pense que les Jets, contre d'autres équipes de calibre moindre que les Niners, ça peut passer. Il faudra les regarder. Et puis, bon, tu es en train de prier pour que McCaffrey revienne un jour jouer, quoi. Oui, bah écoute, la Madden Curse, hein. Moi, je ne suis même pas surpris quand j'ai su qu'il était sur la couverture de Madden. Je me suis dit, allez, c'est bon. C'est foutu. Néanmoins, on a quelque chose là dans le backfield qui est pas mal. Pas porte le ballon 28 fois dans le match, c'est pas vilain. C'est pas vilain. Bon, alors, on a deux autres chroniqueurs avec nous. Un qui fait son retour, notre fan de Cincinnati, notre petit jeune à nous. Il vient de fêter ses 12 ans. Salut mon tuteur, comment ça va ? Salut Flav, salut Seb. Écoutez, ça va pas top. En mois de septembre, et fan de Cincinnati. T'es chafouin. Ouais, on reviendra en octobre. Octobre, je suis peut-être un peu plus content. D'accord. Alors, reviens en octobre 2028 peut-être. Alors, et un petit nouveau aussi parmi nous, il est stagiaire chez TFA, mais il fait son premier podcast avec nous et c'est avec un grand plaisir que nous l'accueillons. C'est Raph. Salut Raphaël, comment ça va ? Salut Flav, salut Sébastien et Arthur, bonjour à tous, ça va super. T'es fan de qui, histoire de poser les bases tout de suite, parce que comme ça tout le monde le sait, parce que ici on ne cache rien. Tous les fans, tous ceux qui suivent le podcast Tailgate connaissent nos équipes, donc comme ça il n'y aura pas de mystère. Alors moi je suis fan des Chiefs vu que j'ai commencé à suivre la NFL il n'y a pas longtemps. Donc voilà, je suis un peu tombé amoureux de Mahomes. C'est un Mahomes fan. Voilà. C'est un Mahomes fan. Alors pour répondre à ta question Arthur que tu nous as envoyé dans le chat privé, non, il n'aura pas droit au traitement rookie puisque le traitement rookie qui t'est infligé t'est réservé. Et ça pour les 6 prochaines années. Donc désolé pour toi, mais non, c'est encore toi qui prendras tout cette saison. Alors... voilà, autant que tu sois au courant dès le premier podcast. Regarde, en plus il est content. Mais que demande le peuple, hein. Ça me rappelle mes élèves quand j'étais prof d'histoire géo que je martyrisais et qui étaient contents de venir en classe. Ça s'appelle un syndrome de Stockholm. Alors, on va commencer avec les Chiefs de Kansas City. Ça va faire plaisir à Raphaël. Et la première surréaction, elle va concerner l'un des joueurs qui était déjà
déjà, avant même le début de la saison 2024, pressenti comme un possible phénomène, c'est Xavier Worthy, qui a affolé les compteurs pendant le Combine NFL. Patrick Mahomes l'a appelé juste après le Combine en disant « Je veux jouer avec toi ». Lui, il a dit « Je peux faire encore mieux que Tyreek Hill chez les Chiefs ». Xavier Worthy, sur le premier match, c'est 2 réceptions, 47 yards, mais surtout un touchdown en réception, un touchdown à la course sur une course de 21 yards. Quasiment à chaque fois qu'il a touché le ballon, il a été dangereux. Bon, bah, c'est très simple, Raph. Xavier Worthy, il est meilleur que Tyreek Hill, en fait. Déjà, je voudrais remercier Buffalo. Franchement, vous nous avez rendu une fière chandelle. Et, et franchement, j'étais vraiment curieux de voir ce qu'il allait donner. Et il a peu été touché pendant le match, mais dès qu'il a touché le ballon, on a senti qu'il avait ce petit truc en plus. Donc, je suis pressé de voir la suite. Alors tu dis il a été peu touché et il a été peu visé effectivement parce que c'est vrai il a été visé 3 fois et il a réceptionné 2 fois le ballon, donc on n'a même pas des drops à profusion ou quoi que ce soit, c'est vraiment il a reçu le ballon et quasiment à chaque fois Arthur il a été dangereux. Oui, c'est sûr, je pense. Ah, il est parti Arthur. Voilà, il avait pas envie de nous parler. Bon bah mon Seb, à chaque fois il a été dangereux. 3 touches de balle, 68 yards, 2 touchdowns. En termes de rapport, de ratio touché de balle, touchdown, on peut difficilement faire mieux. Après, il sort pas de nulle part. Hein. Au Combine, il avait aligné, je crois, un 4,21 aux 40 yards. C'est le record du Combine sur la discipline. C'est pas rien. Après, est-ce que il y en a plus. Voilà, moi la question que je me pose pour le moment sur lui, c'est est-ce que ça peut être vraiment quelque chose qui peut se pérenniser, c'est-à-dire un go-to guy qui est capable de porter le ballon, on va dire, ou d'avoir le ballon une dizaine de fois par match, ou est-ce que c'est ce type de joueur extrêmement dynamique qui va changer de paradigme quand il va être sur le terrain et donc qui va être potentiellement dangereux. Et c'est pas lui faire injure hein, de penser ça. Il y en a eu comme lui par le passé. En plus, c'est un gabarit modeste, mais extrêmement athlétique. Et il y a quand même cette question du gabarit qui fait qu'on peut quand même se demander si on peut lui mettre le ballon 20 fois sur le ventre par match. Ça me paraît compliqué. Néanmoins, sur la touche, il y a Andy Reid. Andy Reid, c'est quand même ce qu'on appelle un génie offensif. Et là, je pense qu'il est très, très content d'avoir vu ce nouveau jouer et qu'il va trouver comment l'exploiter dans les semaines à venir. Alors, répondre à la question, meilleur que Tyreek Hill, on va voir. C'est vrai que jusqu'ici, comme tu l'as dit, Flav, il n'y a pas les drops, il n'y a pas les fumbles, mais jusqu'ici, il a touché que 3 ballons. Et tout à fait. Et c'est tout le but de la surréaction d'après la Week 1, c'est que c'est possiblement une très grande surréaction. Si ça se trouve, dans 2 semaines, il sera rentré complètement dans le rang. D'ailleurs, tu nous avais proposé les Saints au Super Bowl. On t'a dit non, il faut quand même rester raisonnable. Hein les Saints à 17-0 et au Super Bowl, on a dit non. J'avais proposé Saints Patriots au Super Bowl. Bon, vous n'en avez pas voulu, écoutez. Hein, je ne le prends pas mal, mais sachez que j'ai de la mémoire quand même. Alors, toi, Arthur, est-ce que tu penses que Xavier Worthy, ça peut être le nouveau Tyreek Hill 2.0 des Chiefs? Alors, Tyreek Hill 2.0, faut attendre, mais... mais alors, le concept de l'overreaction, c'est qu'on n'attend pas. C'est vrai. Mais de ce qu'on a vu, de ces peu de... son peu de toucher le ballon, c'était quand même assez dangereux. Donc, il faut voir comment plus le viser, plus le faire jouer et bien l'exploiter parce qu'il a la vitesse, il a l'explosivité. Après, il faut voir ce que ça donne avec beaucoup plus de target et beaucoup plus de réception dans le match. Par rapport à Tyreek Hill, tu parlais du format de joueur, de la taille, etc. Seb, il a quasiment la même taille. Tyreek Hill fait 1,78, Xavier Worthy fait 1m80. Par contre, il rend 12 kilos à Tyreek Hill. Il y a 86 kilos pour Tyreek Hill contre 74 pour Xavier Worthy, si je dis pas de bêtises, hein, si mes mesures sont bonnes. Ouais, c'est les mesures du Combine, hein, donc... Je crois qu'il est donné à 5'11", enfin 5'11" et 165 pounds, je crois, Xavier Worthy. Donc oui, 2 têtes comme ça à la grosse, ça donne ça. Donc oui, c'est déjà pas tout à fait le même gabarit qu'un Tyreek Hill. Hein. Mais je pense vraiment que, tu vois, comme ça, en arme un petit peu, alors pas usage unique, mais en arme potentielle, il peut faire beaucoup de dégâts. Et je pense même
il va vendre des maillots. Oui, ça aussi. Tout le monde va l'adorer. C'était une question que j'allais poser pour Raphaël. On l'a vu là, dans ce premier match, utilisé à la fois comme running back, où il a marqué avec un très joli touchdown. D'ailleurs, il me semble même que c'est le premier des Chiefs de la saison. Il me semble que c'est celui sur la course qui est le premier. Et aussi en réception. Est-ce que tu penses qu'on va continuer à l'utiliser dans ce côté double menace ou qu'on va vraiment privilégier sa vitesse sur la réception à l'avenir? Je pense que sa polyvalence, ça peut être vraiment une force pour Andy Reid qui va pouvoir avoir un autre profil que Pacheco qui est vraiment dans le combat physique, l'intensité, la dureté. Et après, je pense que d'un point de vue de receveur, c'est compliqué pour lui de se démarquer quand il a des joueurs physiques face à lui. Mais je pense que cette double menace, elle peut être bien pour la suite. Il y a quelque chose qui le différencie de Tyreek Hill, c'est qu'il a 22 arrestations de moins par la police aussi, ce qui est quand même plutôt intéressant pour le profil du garçon. Blague mise à part, est-ce que vous connaissez la stat de Tyreek Hill pour son premier match avec les Chiefs? Est-ce que vous savez ce qu'il avait? Il avait une réception pour 9 yards, non? Tout à fait, une réception pour 9 yards et un touchdown. Voilà, une réception pour 9 yards et un touchdown. Donc il avait fait. Alors là, on a deux touchdowns pour Xavier Worthy. Donc déjà, au moins, on pourra conclure que sur le premier match, il est meilleur que Tyreek Hill. Et il a fallu attendre le sixième match pour voir Tyreek Hill dépasser les 30 yards en réception et le 7e pour le voir atteindre 98 yards. Vous voyez, ça a mis quand même presque une demi-saison avant de le voir atteindre des chiffres qu'on lui connaît beaucoup plus aujourd'hui. Bon, alors, en un mot, vraiment oui ou non, Raphaël, est-ce que Xavier Worthy, sur la carrière, sera meilleur que Tyreek Hill? Je l'espère, ça marche ou... Non, c'est oui ou non. Comme ça, on peut ressortir les bandes dans 20 ans. Je dirais non, quand même. Non. On va la jouer sécure. Non. Arthur? Non. Copieur. Voilà. Et comme ça, on va avoir nos fans des Chiefs préférés qui vont nous dire: vous détestez Xavier Worthy? Non, pas du tout. Pas du tout. S'il performe comme ça, honnêtement, s'il performe comme ça, très peu de toucher de balle, mais qu'à chaque fois il fait un gros gain où il marque, moi le premier, et je suis pas un fan de Kansas City, moi le premier, je vais avoir envie de m'acheter son maillot. Hein. Et c'est quelque chose qu'en plus il manquait à Kansas City l'an dernier. On l'a dit, on l'a redit depuis le départ de Tyreek Hill. C'est vrai qu'il manquait ce receveur capable de faire des gros jeux, il y avait Kadarius Toney qui était capable de nous faire rire beaucoup, mais pas forcément de faire des gros jeux. Et c'est vrai que là, on a retrouvé ce côté-là. Vraiment, enfin, il y a tout qui nous fait penser à Tyreek Hill pour le coup. Hein. C'est vrai que quand tu le vois jouer, tu te dis bon, c'est à peu près le même truc. Reste à savoir si maintenant il va pouvoir confirmer. Ça, c'est l'autre question. On passe à la deuxième surréaction après cette première semaine. Oui, vas-y, mon Raph. Juste, il y a Hollywood Brown aussi. J'ai hâte de voir la menace qu'il va pouvoir apporter. Et je pense que justement, il va pouvoir apporter plus régulièrement que Worthy. Mais Worthy, je pense que ce sera plus des gros coups que Brown. C'est pas le même profil de joueur, mais ouais, quand Marquise Brown va arriver dans l'effectif, moi je suis curieux de voir ça. Ouais. On sait jamais comment l'appeler Brown. Un coup on l'appelle Marquise, un coup on l'appelle Hollywood. C'est Hollywood Marquise Brown ou Marquise Hollywood Brown. On va l'appeler Brown, hein, comme ça sera plus simple. En parlant des Browns, on va aller en AFC Nord. T'as vu cette transition, elle est belle. Hein, quand même. Oh là là. Cincinnati. C'est quand même... Oui, parce qu'on a Arthur avec nous. Alors je suis désolé, on vous a rabâché les oreilles avec les Bengals déjà mardi dans le premier podcast. Bon, bah, on va en remettre une dose. Hein. Mais cette fois, c'est pour se poser une question, pour faire une surréaction. Les Bengals sont dans une division extrêmement compliquée. On l'a dit pendant la preview sur TFA de cette AFC Nord. Que ce soit les Steelers, que ce soit les Browns, que ce soit les Ravens, ce sera très compliqué de savoir même qui pourra s'en sortir. Ils ont perdu contre les Patriots dans ce premier match. Je vais te donner la parole en premier, Arthur. Est-ce que les Bengals, finalement, on pourrait pas se dire qu'ils vont rater carrément les playoffs cette saison? C'est peut-être une surréaction qui n'en est pas forcément une. Parce que quand on regarde le calendrier des Bengals, on remarque qu'il est quand même très compliqué. À certains moments, ça fait souvent un gros match, un match avec un peu plus de répit, mais toujours piégeux. Par exemple, là, ce week-end, c'est Kansas City.
ça sent très mauvais. Et partir sur 0-2, c'est Après, pas idéal dans une saison de 17 matchs. après, c'est la bête noire de Kansas City. On nous a rabâché les oreilles avec Joe Burrow, c'est le seul capable de battre Mahomes, machin tout. Bon, bah, Le c'est le problème, c'est moment que de. quand tu regardes Joe Burrow dimanche et que tu dis qu'une semaine après, il va à Arrowhead, Ouais, c'est ça fait plutôt peur. Jean Bureau que Joe Burrow. Ouais, exactement. Donc, les départs diesel où il commence à performer en 4e semaine, ça devient épuisant. Et là, c'est un calendrier qui est quand même facile mais piégeux à la fois. Parce que dans le calendrier, il y a Chiefs, il y a tous ceux de la FC Nord à 2 reprises, et c'est pas facile à jouer. Et il y a l'Eagles, il y a du Cowboys aussi. Si tous ces matchs ne sont pas pris et que les lacunes, surtout défensives de l'année dernière, n'ont pas été comblées, ça peut sentir mauvais dans la FC qui est compétitive. Je vais mettre une surréaction sur la surréaction, Raphaël, mais est-ce que s'ils perdent dimanche, les Bengals, c'est dimanche contre Kansas City, s'ils perdent dimanche, est-ce qu'il n'y aura pas déjà un gros péril dans la demeure? Moi, je vais dire que si, et puis ça m'arrange puisque Patrick Mahomes n'a perdu que 2 fois sur les 5 dernières années en playoff, c'est contre Brady qui n'est plus là et contre les Bengals. Donc si Joe Burrow n'est plus là, ça m'arrange. Mais plus sérieusement, je pense que ça va être compliqué, mais au vu du talent qu'ils sont censés avoir, franchement, ce serait quand même une énorme désillusion qu'ils ne soient pas en playoff. Ça, c'est certain. Seb, on a parlé du calendrier là à l'instant. On a donc ce match contre les Patriots qui, on va pas se le cacher, sur le tableau de chasse des Bengals était coché normalement comme une victoire. Il y a ce match contre les Chiefs. Ensuite, ce sera les Commanders et les Panthers. On peut se dire que même s'ils sont à 0-2, il y aura moyen d'ici 4 semaines d'être à l'équilibre normalement. Faut voir. Normalement, ça devrait déjà être à l'équilibre. On avait sur le terrain une attaque avec Ja'Marr Chase et Joe Burrow. Je veux dire, ça doit être sans bavure, ça doit avaler du yard, ça doit faire du terrain. Et qu'est-ce qu'on a eu au final? On a eu 164 yards par les airs. C'est pathétique. Au sol, c'était pas mieux. 70 yards au total. Zach Moss, meilleur coureur avec 44 yards. Formidable. Et ils ont perdu contre une équipe qui était censée jouer le first pick pour la prochaine draft. Ils vont aller se faire défoncer à Arrowhead le week-end qui vient. Là. Arthur, il a quitté le podcast. Voilà, Arthur a décidé de... outré par mes propos, Arthur a décidé de quitter. De lever le camp. Voilà, de lever le camp. Ils vont aller se faire démonter à Kansas City le week-end prochain. Oui, je le répète, Arthur, parce que tu es revenu, donc je ne vais pas me priver de ce... Oui, Et t'as envie de te dire, les Redskins, les Commanders, décidément, c'est un réflexe de vieux. Je suis désolé. Washington, ça devrait passer. Voilà. Bon, Carolina, par contre, là, non, les gars, Carolina, si vous passez à côté, non, faut arrêter le football, faut foutre la clé sur la porte, vous vendez des agrafeuses, vous faites un truc, mais il faut absolument arrêter le football. Après, est-ce qu'ils joueront en playoff? Puisqu'on est en train de surréagir, vu la prestation, mais dégoûtante qu'ils ont fait offensivement le week-end dernier, non, ils vont pas en playoff. En plus, ils vont pour le moment, leur seul avantage, c'est qu'il n'y a qu'une seule autre équipe de la FC Nord qui a gagné son match ce week-end. Et c'était peut-être pas celle qui, on voyait la plus dangereuse. Voilà, c'est sans méchanceté avec les Steelers, parce que moi, je les vois à la lutte pour les playoffs cette année très clairement. Surtout déjà avec Mike Tomlin, tu peux les mettre déjà en bilan positif, donc ils seront pas loin des playoffs dans tous les cas. Voilà, mais c'était pas forcément celle qu'on mettait comme la plus dangereuse avant le début de la saison. On pensait plus aux Ravens par exemple, qui ont perdu aussi. Donc il y a ce côté-là effectivement, qui est quand même un avantage pour Cincinnati. Voilà, les Ravens ont perdu, Cleveland a perdu, ça aussi on va en reparler un petit peu plus loin des Browns, j'ai des choses à dire. Mais pour le moment, c'est leur seul avantage, c'est qu'il n'y a qu'une seule équipe de leur division qui a gagné son match. Et là, pour le moment, avec ce qu'ils ont montré, et j'arrive même pas à mettre ça sur c'est le premier match de la saison, faut que ça se règle, etc. Non, t'avais l'impression qu'il y avait rien. Qu'il n'y avait rien des acquis des saisons précédentes. C'est fou. T'as le duo emblématique receveur-quarterback de la Ligue depuis plusieurs années et ça n'a rien fait alors que ça devrait fonctionner. Donc
Sur le papier, normalement, c'est l'un des meilleurs duos quarterback-receveur de la ligue. Hein, ça, là-dessus, Moi, je pense qu'il y a un problème au niveau du coaching parce que chaque année, c'est toujours les mêmes problèmes. Quand on regarde les jeux appelés, c'est quand même c'est des jeux assez banals. Enfin, il y avait pas de prise de risque ni rien. Pendant les camps d'entraînement, ils se sont entraînés ils ont fait des camps un petit peu légers, un petit peu light pour éviter les blessures. Résultat, il y a des blessures et ils sont nuls. C'est comme ça, c'est réglé. Quand tu as ton quarterback vedette à chaque début de saison, quand il se lève le matin, qu'il se fait un mollet ou une épaule ou un poignet ou que sais-je, tu m'étonnes que tu fais des entraînements light, quoi. Ouais, mais dans ce cas-là, tu te mets au flag. Hein, non, mais si t'as peur des contacts. Non, mais le pire, c'est qu'il se secoue encore le poignet. Oui, mais oui. Ah ouais, il fait ce qu'il veut dans son intimité. Hein. Moi, je juge pas. Hein. Mais... Est-ce que tu penses, Arthur, parce que j'avais posé la question dans le tailgate débrief de la week 1, est-ce que tu penses qu'il y a une possibilité que Ja'Marr Chase ait joué avec un peu le frein à main pour se dire, voilà, si je suis pas à 100%, regardez ce que ça va donner, donc offrez-moi mon contrat. Honnêtement, je suis pas forcément sûr de ça. Parce que c'est une possibilité, mais c'est pas le. Enfin, si je devais rejeter la faute et tout sur quelqu'un, ce serait pas lui, parce qu'honnêtement. Déjà, il a joué, ce qui n'est pas le cas de Oui. tout le monde. Hein. Il y en a qui ont préféré pas jouer hein, les week 1. Hein. Je suivais mon regard vers Chris Jones des Chiefs l'an dernier, par exemple. Hein. Oui, bon, après, il a gagné le Super Bowl, mais. Oui, et il a gagné son contrat. Peut-être que Ja'Marr Chase aurait dû dire bah non, je joue pas, prenez une doudoune et puis vous m'offrez mon contrat. Mais complètement. Et c'est ce qui se serait passé. Mais bien sûr. Je suis convaincu qu'il jouait pas. Il prenait une valoche et je t'assure que lundi matin, il avait son contrat et on lui disait voilà, tu signes, c'est en bas à droite et puis tu appuies fort, il y a du carbone quoi. Ça c'est certain. Ils auraient pris, mais même je vais te dire autre chose, ils auraient pris la même défaite que là sans Ja'Marr Chase. On aurait dit que c'était parce qu'il n'était pas là, il avait un nouveau contrat. C'était sûr et certain. Et voilà. Après, il y a aussi beaucoup d'erreurs. Dans la défaite, il y a aussi beaucoup d'erreurs. Enfin, niveau fumble et tout. C'est des erreurs de débutants quand même. Pour des mecs qui mais quand t'es pas. Comment dire quand tu as une attaque pareille, du moins un duo pareil, au moins, qui parvient pas à avancer, tu peux être fébrile pour moins que ça. Quoi. Donc, du coup, les erreurs découlent du reste. Hein. Parce que c'est au niveau c'était le tight end Tanner Hudson et tu avais aussi Charlie Jones, le receveur, sur les retours, de coup de pied. Enfin, c'était pas sérieux. Et même en défense, les plaquages manqués, il y en avait, je crois, 13. 13 plaquages manqués, ça commence à faire beaucoup. Donc, ça, c'est sûr. Ce qui m'inquiète le plus niveau Bengals, c'est plus la défense, parce que l'attaque, elle va finir par se réveiller. Ça, je suis quasiment sûr, mais la défense... Il va falloir. J'ai peur de ce que Lou Anarumo nous réserve, parce que l'année dernière, c'était pas top. Cette année, il y a quoi? Il y a 2 safeties qui sont venus. J'y crois moyen. Niveau défensivement, c'est compliqué. Bon, en tout cas, Raph, toi, tu es d'accord pour dire que ce week-end, les Chiefs, ils en font qu'une bouchée des Bengals? Oui. Ouais, voilà. Merci, Raph. Alors, on va faire le même jeu que tout à l'heure. Oui ou non, en un seul mot, les Bengals seront-ils en playoff, Seb? Non. Vont-ils lancer leur saison, Seb? Faut voir. Honnêtement, vu la prestation du week-end dernier, faut voir. J'ai peur qu'on me pose encore la question en semaine 17. C'est bien possible. Arthur, seront-ils en playoff ou non les Bengals? Oui, quand même. Oui. Raph? Oui. Ouais. Ils y croient pas. Hein. Nos overréactions, ils y croient pas. Hein. T'as vu Seb, comment ils sont? Ils m'ont viré mes Saints au Super Bowl pour ça. Quoi. C'est quand même dingue. Tiens, en parlant des Saints au Super Bowl, allons faire un petit tour du côté de la NFC Sud. On va y revenir régulièrement à la NFC Sud, vous allez voir, parce que je viens de m'apercevoir qu'il y avait 3 surréactions sur la NFC Sud, et j'ai pas fait exprès en plus. Kirk Cousins sera benché pour Michael Penix Jr. Pendant la saison. Alors, on a vu un Kirk Cousins complètement à la ramasse dans le premier match contre les Steelers. Alors, certes, il revenait de blessure. Certes, il n'avait pas joué de la pré-saison. Certes, TJ Watt a fait un énorme match. Certes, sa O-line n'a pas été forcément de très bon niveau non plus. Mais quand même, Raph, est-ce que tu es inquiet de cette performance de Kirk Cousins?
la performance est vraiment pas géniale, mais après, Kirk Cousins, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup à la confiance, je trouve. Et vu que s'il vient d'arriver dans l'équipe, il a peut-être quelques repères à prendre, etc. Et c'est vrai que TJ Watt il a eu qu'un seul sac, je crois, dans le match, mais il lui a vraiment mis énormément beaucoup de pression. Donc, Et il y a un autre, je te coupe juste une seconde, il y a un autre sac, il me semble, si j'ai pas de bêtises, qui a été annulé sur un holding ou un truc comme ça. Il me semble qu'il y a eu ou une pénalité quelconque. Ouais. Pardon, vas-y, je t'ai coupé. Non, pas de souci. Mais donc oui, je pense que c'était pas le meilleur match de Cousins sous les Falcons, mais il va falloir qu'il se réveille vite parce que le front office, je suis pas sûr qu'ils attendent longtemps. Alors, Kirk Cousins qui nous a gratifié d'une magnifique réaction d'après-match, puisqu'il a dit « Je suis déçu ». Oui, je pense que les fans d'Atlanta aussi. Voilà. Et je ne parle même pas de ceux qui l'avaient en fantasy. 16 sur 26 à la passe, 155 yards, un touchdown, 2 interceptions. C'est quand même peut-être ce qu'on pouvait faire presque de pire comme début de saison pour Kirk Cousins, Arthur. Oui, bah, forcément, on va pas se mentir, la performance est éclatée. Et pas au niveau du contrat, on va dire. Oui, ouais. C'est vrai, surtout qu'il est bien payé. Mais il ne faut pas oublier que l'année dernière, il a fait 8 matchs sur 17. Oui. Donc, il a fait une moitié de saison, il revient de blessure. Et on sait que c'est souvent difficile de revenir de blessure, donc je pense qu'il faut quand même laisser un petit peu le temps. Parce que... Et il revient d'une grosse blessure en plus. Comment ? Il revient d'une grosse blessure. Le tendon d'Achille, se remettre à 36 ans d'un tendon d'Achille, c'est pas évident. Je pense vraiment qu'il va falloir un petit peu de temps avant qu'il retrouve, on va dire, sa forme, par exemple, de l'année dernière, s'il la retrouve. Mais je suis pas forcément inquiet. On peut être déçu, mais pas forcément inquiet parce que si en week 6, il est toujours à ce niveau-là, on pourra s'inquiéter. Après, on sait que c'est dur de revenir de blessure. Il faut du temps parce que c'est pas évident. Donc, je pense qu'il faut dire wait and see. Alors, j'ai oublié de préciser, et Kirk va me pardonner, j'en suis certain, parce qu'on sait tous qu'il nous écoute. Il a aussi fait une course dans le match. Je ne l'ai pas crédité de sa course. Dans ses statistiques, une course pour 0 yard. Alors, c'était une magnifique course, d'ailleurs, soit dit en passant. Il a même pas... 0 yard. Alors, oui, je peux me permettre, Flav, j'ai aussi oublié un petit item sur sa ligne de stats, son préféré. Il a fait un fumble. Il a fumble aussi, oui, j'allais le dire. Donc, 2 pertes de balles pour le monsieur, quand même. C'est ce que j'appelle un bon dimanche. Oui, c'est pas mal. Et surtout, moi, ce qui est inquiétant dans cette fiche de stats, en plus des yards, parce que bon, 155 yards, c'est quand même famélique vu le prix qu'il est payé, mais c'est surtout sur ces cibles normalement qui sont censées être préférentielles. Ces receveurs 1 et 2, Kyle Pitts, c'est 26 yards, Drake London, c'est 15 yards dans le match. Ça fait quand même pas épais, quoi. Le meilleur receveur de Atlanta, c'est Ray McLeod, qui est à 52 yards, et après c'est Bijan Robinson. Donc bon, alors il y a un bon côté pour Atlanta, c'est qu'ils ont mieux utilisé Bijan Robinson que l'an dernier. C'est déjà pas mal, on se dit qu'il y a un progrès, mais ça reste quand même, est-ce que c'est inquiétant? J'allais dire ça reste. Déjà, c'est pas fifou. Hein. C'est pas top. Ça. On va commencer par son constat. Et alors, messieurs, je vous aime beaucoup. Vous avez dit beaucoup de choses très intéressantes, donc je vais me permettre de synthétiser. Oui, Raphaël, Kirk Cousins, il fonctionne à la confiance. Oui, Arthur, il revient de blessure et il n'a pas joué depuis des mois. Il a manqué 8 matchs la saison dernière. Eh ben, pour qu'un quarterback de 35 ans qui a subi une grosse blessure et qui fonctionne à la confiance et qui a manqué la deuxième moitié de la saison dernière, puisse justement se mettre dans le rythme et en confiance, il y a un truc qui est formidable en NFL, ça s'appelle la pré-saison. Et oui. Et qu'est-ce qu'il a fait, Kirk Cousins, pendant la pré-saison ? Eh ben, que dalle, dis donc. Hein, ils se sont dit, bah non, on va le préserver. Alors que quand on voit la prestation qu'il vient de faire, parce que clairement, ce qui est apparu, c'est que moi, ce qui m'est apparu, du moins, c'est qu'il a semblé particulièrement rouillé, notre brave Kirk. Et puis qu'il n'y avait pas d'automatisme. Il n'y avait pas d'automatisme excellent. Plus d'automatisme. Qu'il n'y avait pas les automatismes habituels, qu'il n'avait pas ses repères habituels, et que, peut-être, lui faire prendre une petite dizaine de snaps pendant la pré-saison, ça aurait pas été une bêtise, tu vois. Ouais. Alors moi, je veux bien croire que du côté du coaching staff, ils aient peur de casser leur nouveau jouet tout neuf, surtout qu'il sort de l'atelier, hein, donc ça peut se comprendre. Mais je pense que jouer un petit carton en pré-saison, ça aurait pas été trop, parce que ça aurait sans doute permis
de voir ces failles qu'on voit pas forcément lors des entraînements ou des camps parce qu'on n'est pas dans le même, dans le même écosystème, plutôt dans le même contexte. Et alors, je suis persuadé d'une chose, c'est que ça va s'améliorer. Parce que on me fera pas croire que, alors, Ça mis peut à être part difficilement la pire blessure, déjà. voilà, qu'un joueur de ce calibre ait perdu tous ses réflexes professionnels. Ça, je peux pas y croire. En revanche, il faudrait que ça revienne vite parce que on peut là aussi se poser la question qu'on se pose depuis l'intersaison, depuis la draft, de l'opportunité pour Atlanta de faire un chèque énorme à Kirk Cousins pour drafter un quarterback en premier en plus, je crois bien. Oui, en huitième position, mais avec leur choix de premier tour. Ouais. Avec leur tour. Et justement, est-ce que c'était pas cette possibilité qui était envisagée, que finalement Kirk Cousins, ça marche pas? Et on en revient à notre surréaction. Est-ce qu'ils vont pas le bencher pour Michael Penix? Moi, je pense que Cousins, il aurait été là pour préparer Penix, mais peut-être que le petit, il va falloir qu'il soit prêt plus vite que prévu, parce que est-ce qu'ils peuvent se le permettre avec un tel contrat aussi, de se dire bon bah, allez, on le met sur le banc, quoi. Attends, le problème, c'est le coût du bench, quoi. sur le banc, quoi, du coup. Ça fait cher le banc. Ouais. C'est un bon. Ça fait cher le banc, et même si tu te dis c'est une assurance sur le banc, ça fait quand même cher l'assurance. Moi, alors. C'est Yaya qui nous l'a vendu, celle-là, d'assurance. Ce que j'envisage. Mon Dieu, c'est affreux. Ce que j'envisage plutôt, c'est. Enfin, ils vont se retrouver dans la même situation, en fait, que c'est désolant de le dire que les années précédentes. C'est admettons que 6, Kirk Cousins, ça marche toujours pas. Ils vont faire rentrer Michael Penix Jr. et ça va pas marcher pendant 3 ou 4 semaines. Et ils vont faire re-rentrer Cousins. Donc, ce qui me fait de la peine, c'est que normalement sur le papier, Cousins, c'est quand même un upgrade à côté de personnes comme Marcus Mariota, Desmond Ridder ou Tyler Heinicke. Et le potentiel, si ça repart pas très vite, c'est qu'il se retrouve dans la même mélasse qu'avec ces quarterbacks-là, qui sont pourtant pas censés tirer dans la même catégorie que Kirk Cousins. Et attention, gros danger, parce que sur les 4 prochaines semaines, les Falcons, c'est déplacement à Philadelphie, réception de Kansas City, réception des Saints et réception des Buccaneers. Donc si ils sont, alors on imagine le scénario catastrophe, à 0-5, à 0-2 dans la division, parce qu'ils auront perdu contre les Saints et les Buccaneers, qui sont probablement les deux équipes en lutte avec eux pour le titre de division. Moi, je suis pas sûr qu'en semaine 6, ils sont encore là, honnêtement. Mais en plus, ton scénario catastrophe, tu te dis qu'il y a de la place. Il est possible. Il y a largement la place. Et tu vois, c'est là où tu te dis, quand même, parce que quand tu vois ces circonstances-là, la saison qui commence mal, un QB qui n'a pas ses réflexes, et ce calendrier-là, comme l'a dit un grand homme, dans la vie, quand ça veut pas rigoler, ça veut pas rigoler. C'est ça. Et alors en semaine 6, c'est les Panthers qui joueront les Falcons. Donc il aura peut-être une dernière chance, même à 0-5, pour aller chercher de vie. Bon, s'il perd contre les Panthers, je pense que là, c'est... Enfin, idem, les Panthers, on va y venir. Mais tu peux pas... Vu l'état de cette franchise, tu peux pas dire qu'un joueur ou un club fait un match... Une fois de plus, c'est pas un tacle envers tes Saints, Flav, mais tu peux pas dire qu'un club fait un match de référence contre Carolina. Ah oui. Je croyais que j'allais dire contre les Saints. Non. Bon, quand même, les Saints, ils ont gagné, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, ils ont gagné très largement, ils ont eu quasiment 50 points au tableau d'affichage. Alors que bon, offensivement, vous êtes quand même pas ce qu'on appelle exactement un char d'assaut. C'est pas la force numéro 1, normalement. C'est pas la force numéro 1. Non, mais le plus drôle, c'est que c'est 47 points avec un Chris Olave transparent. C'est ça qui est quand même complètement dingue. Donc, moi, j'ai envie de dire, profitez, les gars. On en profite, on est en tête de la NFC pour l'instant. On en profite. On est bon. Fais un screenshot du classement. C'est ce que j'ai fait. Et garde-le. Précieusement, parce que en semaine 2, on rappelle qu'ils vont jouer à Dallas. Je dis ça comme ça. Ce sera une autre paire de manches. Juste, on finit sur Kirk Cousins. Est-ce que lui aussi a pas pris un gros risque finalement? Parce que tu te dis, à Minnesota, il aurait pu avoir un contrat, il était établi, même s'il se ratait sur 2-3 semaines, il n'aurait pas été mis sous pression. Bon, tout se passait bien, tu vois. Est-ce que finalement, il n'a pas pris un gros risque en partant à Atlanta? Je pense que si. Et en plus, avoir JJ dans son équipe, ça aide pas mal à gonfler ses stats. C'est pour un trade, ouais. Quand on est un peu
sous pression, etc., lancer une petite bombe vers JJ, on se doute qu'il va réussir à se débrouiller. Donc là, c'est sûr que c'est un peu compliqué. Ouais, oui, vas-y Arthur. Après, est-ce qu'on peut vraiment parler de risque à 36 ans? Non, puis il reprend sa retraite. De toute façon, il a un contrat de 180 millions. Donc ça va. Ah oui, parce que là, il a quand même un contrat surgonflé. Il a 36 ans, donc fin de carrière. Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un risque? Ça aurait... un risque sportif, oui, vas-y, Seb. Ça aurait pas été un risque s'il avait été en bonne santé. C'est-à-dire qu'un Kirk Cousins qui change de club en fin de contrat alors qu'il a joué ses 17 matchs et que tout va bien, c'était pas... Enfin, un risque sportif peut-être, oui, pour lui. Encore que Atlanta, on avait quand même tendance tous à dire que c'était un de ces clubs à qui il manquait un quarterback. Parce qu'il y a du talent en équipe entre... dans les receveurs, Bijan Robinson en running back déjà. Donc tu te disais, Desmond Reader, l'année 1 de Desmond Reader, on n'avait rien vu d'affolant, mais rien vu de formidable non plus. Bon, l'année 2, on n'a rien vu de formidable. Et, il n'allait pas te faire gagner de match, quoi, c'est ça le truc. Voilà, il n'arrivait pas à gagner de match. Donc on se disait tous plus ou moins, est-ce qu'il manque à Atlanta, c'est un quarterback. Bon, là, ils ont un quarterback. Et ça marche pas. T'as quand même une attaque qui est performante, t'as quand même une défense où t'as des mecs là, ils ont ramené du Justin Simmons, du Matthew Judon, bon bref, ça a quand même de la tête sur le papier. Ils ont Jesse Bates aussi toujours, bref. Il y a quand même pas, c'est quand même pas rien. C'est pas rien. Normalement dans la NFC Sud, ils sont censés bien s'en sortir. Ça devrait marcher dans la NFC Sud. C'est eux et Tampa qui devraient faire la loi si vraiment on suivait. La logique. Et ce serait même pour moi eux devant Tampa. Le problème, c'est qu'il risque d'y avoir encore une seule place pour la NFC Sud dans les playoffs. Et donc, s'ils laissent passer des matchs comme ça dès le début à Tampa, ça peut s'avérer compliqué. Après, bon. Oui, je suis persuadé qu'il n'y aura qu'une équipe de la NFC Sud en playoff. Oui, moi aussi. Il y aura le champion. Moi aussi, je pense. Oui, parce qu'ils vont se manger entre eux, ils vont finir tous à 9-8. Tu vois. Voilà. Comme d'hab. 17, 9-8, et puis 8-9, et puis... J'en ai un 17, moi. Ouais, il y aura peut-être un 17 et puis un 9-8, mais ça suffira pas pour aller chercher une nouvelle charge, je pense pas. Tiens, on reste en NFC Sud, on va parler des Buccaneers, tiens. On va changer l'ordre, petite surprise. On va mettre les Buccaneers. Les Buccaneers, est-ce que finalement c'est toujours la meilleure équipe de NFC Sud? On va commencer à en parler, donc on va continuer là-dessus. Est-ce que les Buccaneers sont la meilleure équipe de NFC Sud? Bah, écoute, victoire convaincante le week-end dernier. On va me dire que c'était que Washington en face aussi. Oui, 37-20 sur Washington. Ouais, c'était que Washington, mais c'est des matchs qu'il faut prendre. On a un Mayfield qui dévalorise clairement la victoire de mes Saints, mais bon, ils n'ont pas battu les Chiefs non plus. Non, mais je t'ai pas dit le contraire, Flav. C'est juste que c'était un match à prendre. Voilà. Mayfield qui lance 289 yards et 4 touchdowns. Mike Evans qui finit à 61 yards seulement, j'ai envie de dire, mais qui marque 2 fois. Chris Godwin, 8 réceptions et qui fait un 8 sur 8 au passage en termes de ratio target-catch, 83 yards, 1 touchdown. 329 total yards, 299 concédés en défense. Pour cette semaine, oui, sans doute, ils sont toujours le meilleur club de la FC Sud. Et au regard de la NFC Sud, pardon, ma langue a fourché. Parce que si tu as tué les Saints en AFC, on est mort. Ouais, non. Mais au regard de... fou sur l'idée, là. Je sais pas... Au regard de ce qu'on a vu précédemment, attention à un éventuel réveil d'Atlanta, mais réveil qui n'est, je le dis pour le moment, qui est éventuel. Ce qui est rassurant surtout pour eux, c'est qu'on voit que l'attaque est quand même restée stable, malgré le départ de Dave Canales, qui a été remplacé par Liam Cohen sur le poste d'offensive coordinator. Alors les gars, moi j'ai peur que en NFC Sud, vous en repreniez pour une année de Tampa Bay. Mais est-ce qu'il n'y a pas une faiblesse, Arthur ou Raphaël, comme vous voulez? Moi, sur ce qui m'a frappé sur le premier match, il y a eu certes un très très gros match de Baker Mayfield, ça là-dessus, il y a pas de débat. Ils se sont appuyés sur ce jeu de passe, donc faudra voir dans une autre rencontre. Il y a quand même une faiblesse dans le jeu de course. Quand tu vois Rachaad White qui a 15 portées et 31 yards, ça fait à peine 2 yards par portée.
Quand tu as des joueurs et d'autres équipes de NFC Sud, je vais prendre les Saints avec Alvin Kamara, mais aussi avec Jamal Williams, mais aussi avec Taysom Hill, qui sont capables d'avancer à la course. Quand tu as du côté d'Atlanta, Bijan Robinson, est-ce qu'à un moment, ça pourrait pas leur porter préjudice, ce mauvais jeu de course? Je pense que si, parce que à force, les équipes vont s'adapter et ils vont les attendre à chaque fois à la passe. Et donc forcément, face à des adversaires plus relevés, ça pourra leur porter préjudice, je pense. Toi, Arthur, tu les vois au-dessus du reste de la division? Au-dessus, oui. Après, ça joue, comme on l'a dit avant, avec les Falcons, à mon humble Et avis. les Saints? C'est beau de rêver. Après, On niveau n'a pas perdu calendrier, contre les Patriots, nous, hein. Je dis ça. Hein. oui, bah, c'est bon, hein. Oh. Voilà. Donc avant de faire le malin, hein, voilà. Oui, bon, on en reparlera en fin de saison, tiens. Voilà. Allez. Non, alors, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé sur les Buccaneers aussi, qui peut être important sur les prochaines semaines, sur l'avenir immédiat de la franchise, c'est la blessure d'Antoine Winfield, qui sera out au moins 2 semaines, ce qui est déjà quelque chose Bon, il n'a pas été mis sur la liste des blessés, donc normalement il va revenir assez rapidement, mais quand même 2 semaines sans ton meilleur défenseur, quand tu vas aller jouer les Lions, ça peut Les quand même Lions, compter, hein. Ça peut quand même compter, hein. Moi, je dis ça parce que là, le programme des Buccaneers, c'est Lions à Détroit, réception de Denver, réception de Philadelphie, ensuite c'est Atlanta et New Orleans et Baltimore. Voilà, ça peut quand même, parce qu'il faut pas oublier que parmi la NFC Sud, c'est eux qui vont avoir le calendrier le plus difficile puisqu'ils sont champions. Donc de fait, tu vas jouer des premiers d'autres divisions qui vont croiser, quoi. Quand les Ouais, Saints ou les Falcons vont jouer les deuxième ou troisième. Ce qui peut compter aussi, hein, au final, dans une division aussi serrée. J'ai l'impression que c'est un peu tous les ans la même chose avec les Buccaneers, en fait. Ça fait 3 ans que c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, l'an dernier, ils ont gagné. Depuis que Tom Brady est parti. L'an dernier, ils ont gagné la division, mais bon, cette année, les Falcons ou les Saints vont repasser devant. Et en fait, tous les ans, c'est les Buccaneers qui regagnent. C'est dingue, non, ce truc? Bah, oui, c'est oui. c'est assez fou, d'autant que, comme tu l'as dit, Antoine Winfield Jr. est blessé contre des grosses écuries. Voilà, ça va faire mal. Il y a ce jeu au sol. On ne sait pas s'il existe pour le moment ou pas. Alors tout de même, pour tempérer un petit peu, c'est vrai que la perf au sol, ouais, elle est pas fofolle, hein, c'est 112 yards au total. Il y a quand même Bucky Irving qui fait 62 yards en 9 portées, ça fait une moyenne à quasiment 7 yards. Voilà, la vraie question, c'est ce jeu au sol, est-ce qu'il existe? Parce que effectivement, à côté de ça, tu as le RB1 Rashad White qui fait une performance pitoyable. Bon, comme toutes les équipes, les semaines à venir vont répondre à beaucoup de questions, mais la semaine prochaine à Détroit, l'examen est quand même sévère, hein. Je veux dire que moi j'ai peur pour eux parce que sans Winfield dans le backfield, quand tu vas te manger à Amon-Ra St. Brown, ça peut faire mal. Mais dans l'autre sens, on sait que le backfield de Détroit, c'est pas la sécu non plus. Et ils vont se taper un Baker Mayfield en pleine confiance avec Mike Evans. Donc ça peut donner un match complètement dingue. Ça peut partir dans tous les sens. Ça peut donner quelque chose de particulièrement débridé. Ouais, ça va être à voir. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'on fera la preview de ce match-là, Détroit Tampa Bay. Ce sera l'une des 3 previews qui seront dans le Tailgate Weekend samedi matin. Donc voilà, ce sera au programme du Tailgate Weekend que vous retrouverez samedi sur les plateformes d'écoute. Répondez toujours par oui ou par non. Les Buccaneers seront-ils champions de NFC Sud? Raph? Oui. Arthur? Non. Seb? Oui. Très bien. Donc, et toi, Arthur, je t'ai mis. Non, mais Arthur, tu dis non parce que tu penses que c'est les Falcons? Non, les Saints. Très bien. C'est bien. Je remonte. Continue comme ça. Le lèche-pompe, quoi. Oh là là. Attends, peut-être qu'avec ça, ça va se calmer un petit peu. Eh non, et Non, toi, tu la veux, ta absolument prime de fin d'année, hein? Absolument pas. Ça ne changera rien au premier podcast qu'on a fait ensemble et que je vous invite à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, où je rappelle qu'Arthur a dit que mes questions étaient
pourri. Alors, Ça, c'est un peu sorti du contexte et un petit peu remodifié à ta façon. c'est un petit peu sorti du contexte, mais c'était quand même la pensée générale et c'est bien là l'essentiel. Alors, Bon. les Panthers ne gagneront pas un seul match en 2024 et ça, c'est une vraie question qui nous a été posée. C'est une surréaction qui nous a été donnée. On a vu cette performance pitoyable, on en a parlé contre les Saints, il n'y a rien qui va. En plus, on a appris qu'ils avaient des joueurs blessés maintenant. C'est décidément quand rien ne va, rien ne va. Est-ce que dans le calendrier, Raph, tu vois les Panthers gagner un match? Peut-être contre les Giants? Franchement, vu le niveau des Giants, ça pourrait arriver. Désolé à tous les fans des Giants, mais c'est Oh bah vrai. t'inquiète pas, ils sont pas nombreux chez TFA, vas-y, t'es tranquille. Non. On n'a pas de ça chez nous, c'est bien connu. Bah, il y en a pas ce soir déjà, c'est pas mal. Ouais. Non, mais c'est vrai que les Panthers, l'horizon est quand même très très sombre, à part le first pick de l'année prochaine qu'ils peuvent espérer. Mais sinon, c'est vrai que c'est d'une pauvreté vraiment inquiétante. Il y a un truc qui m'inquiète, Arthur, c'est que je suis en train de défiler le calendrier, je me dis que on a là les Chargers cette semaine, après il y a les Raiders, il y a les Bengals, il y a les Bears, il y a les Commanders, il y a les Broncos, il y a les Giants. On se dit quand même, parmi tout ça, ils vont bien réussir à en prendre une, non? Bah justement, ça fait un peu peur. Enfin, Bah, leur fin de saison fait plus peur, hein, parce qu'ils enchaînent Kansas City, Oui. Tampa Bay, Philadelphie, Dallas en 4 semaines. Hein. Ça va être- Va falloir se mouiller Oh, la mais nuque. même Hein. là, regarde, ils vont faire. Enfin, Ils vont pas le je faire. Hein. je les vois pas gagner un match là-dedans. Parce que Tu vois le problème, c'est que c'est même pas, ils sont même pas au niveau d'autres équipes qui peuvent être piégeuses à certains moments. Là, on n'a rien vu. Parce que, excuse-moi, Flav, mais c'était que les Saints. Oui, alors, non, mais alors, il y a en fait une surréaction sur la surréaction. Non pas que je veuille défendre ma paroisse, mais depuis dimanche, j'entends cette musique-là qui est de dire, alors, ils ont pris 37 points d'écart que contre les Saints. Alors en plus, l'écart est anecdotique parce qu'il était fait à la mi-temps. Hein. De toute façon, il y avait déjà 30 points d'écart à la mi-temps. Donc bon, les Saints ont joué à la deuxième mi-temps avec le frein à main. Les Panthers sont sûrement pas joués à fond non plus parce qu'ils savaient que de toute façon c'était perdu. Bon, voilà, ça s'est joué comme ça. Le plus triste pour les Panthers, je sais pas si vous avez vu un bout du match, mais c'est qu'à un moment, ils ont quand même mis 4 tentatives alors qu'ils étaient à moins de 3 yards pour réussir à les marquer un touchdown. Tu vois. Et c'est Bryce Young qui a dû y aller parce que c'était, voilà, quoi, les mecs, je me suis dit, on va réussir à les arrêter 4 fois à moins de 3 yards de la ligne. C'est quand même terrible, quoi. Et donc, on entend dire, oui, c'est que les Saints en face, ou pour les Saints, c'était que les Panthers, donc leur victoire vaut pas grand-chose. Mais si ça se trouve, imaginons, les Saints vont battre les Cowboys. On va peut-être se dire, ah bah finalement, les Panthers, ils sont pas si nuls que ça, non? Non. Ok. Ok. Oui, c'est capillotracté comme truc, pourquoi pas, après tout. Ah, pas si nul que ça, t'as vu la tronche des stats? Ah non, si, j'ai vu, oui. Alors, attendez. C'est notre défense qui était excellente. 193. Alors, ouais, le 193 total yards produit par Carolina, 4 yards de moyenne gagnés par jeu, donc 2 interceptions, 4 sacs alloués, mais dont 3, alors attends, en plus, dont 3 pour Taylor, c'est Alonte Taylor, je crois, qui fait 3 sacs, le DB des Saints qui fait 3 sacs. DB en plus, c'est-à-dire sur des Monster Blitz, quoi. Et 4 sacs. Alors, j'ai même pas le nombre de hits ou de pression, mais s'il continue, ce pauvre Bryce Young, à prendre 4 sacs par match, mais on va pas le voir, enfin, il va pas tenir jusqu'à la fin de la saison. 10% d'efficacité sur les 3e downs. Non mais t'imagines que les stats défensifs des Saints se sont à mourir de rire. Les 2 meilleurs plaqueurs, c'est Alonte Taylor, donc notre DB, 6 plaquages, 3 sacs, 3 plaquages pour perte. Paulson Adebo, autre DB, qui est à 5 plaquages. Et tu regardes par exemple Chase Young, il a même pas eu besoin de plaquer dans le match, quoi. Le 3e, c'est Tyrann Mathieu, donc un autre DB. C'est 3 DB en tête. C'est fou. Et alors, il y a une chose qui est sûre, c'est que actuellement, Carolina est la plus mauvaise équipe de la NFL et de très très loin. Et alors, je veux pas m'acharner. Je veux dire, si on a des fans des Panthers qui
qui nous écoutent, les gars, courage. sachez-le, je souffre pour vous, bon courage, vraiment, c'est dit sans ironie, parce que moi, j'ai su ce que c'est pendant plusieurs années d'avoir un club qui se fait marcher dessus par toute la ligue, ou presque. C'est des moments qui sont un petit peu compliqués dans une vie de supporter. Mais ouais, le 0-17, il est... Le dernier 0-17 de mémoire, c'était les Browns. Hein. Je crois que c'est les Browns. Ouais, c'était les Browns il y a 5 ans ou quelque chose comme ça. J'ai plus la saison. Il faudrait que je fasse une petite recherche. Je dirais les Browns. Ils avaient fait une parade même pour fêter leur 0-17, tu te rappelles 0-16 peut-être même. 0-16, oui, c'était peut-être 0-16. 0-17, je ne pense pas que quiconque l'ait encore fait, c'est trop récent, la saison à 17 matchs. Mais idem, je regarde le calendrier et au regard de ce que produit ce club en particulier depuis la saison passée, moi, je vois pas un match qui est faisable, quoi. Mais est-ce qu'on n'est pas sur une énorme erreur de casting avec Bryce Young quand même ? Si. Moi, je veux bien que la ligne soit pas folle, qu'il se fasse saquer 4 fois. Mais enfin, sur sa première passe du match, il se fait intercepter, quoi. La première de la saison. Moi, je pensais. Alors, c'est en plus, voilà, l'histoire a quand même. Qu'ils ont pris CJ Stroud derrière. Voilà, mais l'histoire en plus de ces détours. On l'évoquait la dernière fois. Je sais plus, c'était peut-être hors antenne. Je sais plus si on l'a évoqué lors de l'enregistrement, mais on parle autant en antenne que sur l'antenne. Voilà, on vous donne un petit peu un aperçu des coulisses, de la magie des coulisses de TFA. On parle au moins autant, hors antenne qu'en antenne. Mais quand même, cette fameuse année de la draft de CJ Stroud, Houston, ils jouent le first pick et ils gagnent leur dernier match de la saison, alors que s'ils le perdaient, ils avaient le first pick assuré et ils se retrouvent avec le deuxième choix. Et c'est quand même eux, malgré ça, entre guillemets, parce que les deux QB prospects, c'était Bryce Young et CJ Stroud. La question, c'était qui allait être pris en premier. Et moi, je pense que du côté du front office de Carolina, il y a quelqu'un là qui est en train de dire chef, on a fait une connerie. Et surtout que tout ce qu'ils ont lâché pour le first pick à ce moment-là, parce qu'ils n'étaient pas la pire équipe de la ligue cette année-là, ils ont échangé avec Chicago. Ils ont lâché gros. Ils ont lâché notamment leur premier tour 2024 où finalement ils étaient first pick puisque c'était eux la pire équipe. Donc voilà. C'est quand même. Imagine la double sanction si Caleb Williams il fait une carrière à la Tom Brady quoi. Oui. Oui. La double peine quoi. Je parierai pas trop là-dessus pour le moment. Calmez-vous, calmez-vous, les gars. On respire, on se mouille la nuque. Mais oui, là, ce serait le comble de l'ironie. Alors, comme d'habitude, oui ou non, la saison 1-0-17 pour les Panthers, Raph ? Oui, ils en étaient déjà pas loin l'année dernière et là, je pense que ça va ils avaient gagné leur premier match l'an dernier. C'était celui où c'était Eddie Pinheiro, je crois, qui avait marqué le field goal à la dernière seconde. Ils avaient gagné, mais genre 9-7 ou un truc comme ça. Ouais, c'était un score. Ou 12-9 ou enfin où il y avait je sais même plus. Et c'était le match où ils avaient mis les billets à $1. Tu te rappelles de cette histoire ? Oui, alors ça, je m'en souviens. Ils avaient mis les billets à $, et c'est ce match-là où ils ont gagné. C'est fou. Bon, bah, peut-être 9-7, oui, exact. 9-7, score final. Tout à fait. Voilà, ça avait été. C'était contre qui déjà Chicago, non ? C'était pas Chicago. Non, attends. Atlanta. Ouais, c'était Atlanta. Ils battent Atlanta. Et Atlanta, ça leur coûte un peu. Et alors, je rappelle aussi, et ça, je sais pas si vous vous en souvenez, mais moi, je m'en rappelle parce que je l'ai encore en travers de la gorge, qu'ils étaient pas loin de battre les Buccaneers en dernière journée. Mais vraiment pas loin. Et c'est Antoine Winfield qui réussit un retour improbable, je crois que c'est sur Adam Thielen, si je dis pas de bêtises, et qui lui enlève le ballon à 2 yards de la end zone pour sauver le touchdown qui aurait fait gagner les Panthers et donc qualifier les Saints comme champions de division. Oui, tout à fait. Carolina perd 9-0. Et ils avaient aussi, il faut quand même le rappeler, ils avaient battu Houston la saison dernière. Aussi, 15-13. Comme quoi Bryce Young est meilleur que CJ Stroud, nous dirait hier. Mais écoute, si on suit la logique d'une certaine personne de la rédaction de TFA que je ne nommerai pas, on appellera Yannick L pour le nommer, afin de préserver son anonymat. Oui, du coup, voilà, débat réglé.
Bryce Young est meilleur que CJ Stroud. Voilà, honnêtement, qu'est-ce qu'on s'enquiquine à regarder des stats, des résultats, tout ça, machin. Il l'a battu sur un match. Bryce Young est meilleur que CJ Stroud. Voilà. Parce qu'on rappelle que selon la théorie d'Yaya, Daniel Jones est meilleur que Kirk Cousins parce qu'il l'a battu en playoff. Donc bon, c'est une théorie qui vaut ce qu'elle vaut. On vous laisse réfléchir là-dessus pour la nuit et puis on en reparle. Hein. On en reparle aussi. Seb, tu m'as répondu sur le 017, je sais même plus. Non, je t'ai pas répondu sur le 017. Non, allez, quand même, moi je refuse d'y croire. 0-16-1 avec match nul avec les Giants. Allez, 1-16 ou même 2-15 comme la saison dernière, mais nous faites pas ça, nous faites pas un 0-17 les gars, c'est moche, c'est vraiment moche. Ça fait des suicides de supporters, non, c'est pas beau. C'est pas beau. Arthur, tu m'as répondu ou pas, je sais plus. Non, bon, moi je pense que oui, 0-17 et bonne chance à tous ceux qui vont aller voir le match en Allemagne. Oui, on pense très fort à Bertrand, notamment qu'on a envoyé pour TF1 en Allemagne. Il croyait que c'était un cadeau. Voilà. Écoute, il a voulu les voir, ces Giants. Hein. Il va les voir. En live et en couleur. Et après ça, il va aller chez psychologue. C'est ça. Il va être en dépression pendant 3 mois. Alors, au moins, il pourra peut-être voir une victoire. Arrête le foot, les gars. Mais c'est ça le pire, c'est que je parierais pas forcément qu'il va aller voir une victoire. C'est ça qui est terrible. Sur ce match, je pense qu'il est bon pour faire. Si ça arrive, les gars, si ça arrive, vraiment, le pot, Bertrand, je t'adore, mais si ça arrive, tu vas jusqu'en Allemagne pour voir Carolina New York Giants et que tes Giants prennent une valise. On veut un reportage en direct avec toi. Non, je te jure, vous pouvez le noter. Je te jure, Seb, que le mercredi qui suit, on fait un podcast, on fait même un live Twitch avec toi et Bertrand pour débriefer tout le match. On fait que sur ce match. Voilà. Avec son ressenti et évaluation de son état psychologique. Parce que là, on peut se dire que les fans comme ça là, qui subissent des équipes qui sont pas ouf, on peut dire qu'ils sont loyaux. Ça, il n'y a pas de problème. Alors oui, tout à fait. Après, en NFL, ça tourne. Hein. Je veux dire, les Bengals, ils ont eu leur moment où c'était pas. Les Chiefs aussi ont eu leur moment où c'était pas. C'était pas fou. C'était pas dingue. Hein, voilà. Bon, nous, les Saints, on est au top depuis 20 ans, mais c'est pas le cas de tout le monde. Pas le cas de tout le monde. Non, alors non, franchement, depuis que Drew Brees est arrivé, enfin depuis 2010, il y a rarement eu une saison chez les Saints à 3-14 ou à 3-13. Hein. Ça a toujours resté aux alentours de la moyenne. Au pire, ça restait sur du 6-10 ou quelque chose comme ça. Voilà, ça n'a jamais été surbrillant, mais ça n'a jamais été très mauvais non plus. C'est un peu le problème, c'est qu'il y a des équipes qui sont très mauvaises et qui après repartent dans un nouveau cycle. Bon, c'est comme ça. En parlant d'équipes mauvaises, les Browns de Cleveland, Deshaun Watson. Le cas de Deshaun Watson, alors je vous le dis tout de suite, si vous êtes amateur de faits divers, d'histoires croustillantes, il n'y en aura pas dans le podcast. Vous connaissez la rédaction de TFA, vous connaissez notre avis là-dessus. On ne fait pas dans l'extra sportif. Oui, Deshaun Watson, on va balayer le sujet tout de suite. Oui, il fait face à des affaires actuellement, on le sait. C'est pas parce que vous voyez pas d'article sur le site qu'on ne l'a pas vu. On a vu les notifications, on a vu que Tyreek, il avait été arrêté par la police aussi. On n'a pas fait d'article non plus dessus. Voilà, parce que c'est de l'extra sportif et ça ne nous intéresse pas. Donc là, on va vraiment se concentrer sur Deshaun Watson, sur le problème de Deshaun Watson comme quarterback des Browns. Est-ce qu'il sera encore le quarterback des Browns ? Et là, on n'a pas mis à la fin de saison, on a mis à Thanksgiving, Seb. Alors, messieurs, accrochez-vous, on va parler chiffres. Écoutez-moi cette ligne de stats. 4823 yards, 33 touchdowns, 7 interceptions. Vous savez ce que c'est, ça ? C'est la Houston. C'est la ligne de stats de Deshaun Watson en 2020 à Houston, sa dernière saison là-bas. Deuxième ligne de stats, 2836 yards, 15 touchdowns, 11 interceptions. C'est pas fifou. Vous savez ce que c'est ? Eh bien, c'est les stats cumulées de Deshaun Watson avec Cleveland depuis 2021. Le type est passé d'un des QB les plus prometteurs de la ligue à l'un des pires. Et en plus, il a un contrat, mais à la limite du déraisonnable. 5 ans, 230 millions, totalement garanti. Il a coûté 6 tours de draft et le type, c'est une pompe à vélo. Je suis désolé, il n'y a pas d'autre terme. Parce que le problème de Cleveland, il est derrière le centre. La saison dernière, quand il n'a pas été là, alors il y a eu
beaucoup de monde qui s'est succédé sur le poste. Je crois qu'ils ont usé 5 quarterbacks avant de se stabiliser avec Joe Flacco pour, je crois, 5 rencontres. Oui, Et encore, Flacco, voilà. C'était 4 ou 5 matchs, et puis il s'est endormi sur le banc. Alors bon, Voilà, mais je veux dire, Flacco, il a rien fait. Il n'a pas eu des stats qui affolaient le compteur. C'était loin d'être mauvais également. Il a juste fait ce qu'il fallait parce qu'il est compétent. C'est pas un problème d'appel de jeu, c'est pas un problème de coaching, c'est un problème de personne. Il faut qu'il trouve un moyen, il faut se débarrasser de Deshaun Watson. La raclée prise à Dallas, Dallas c'est des clients, je veux bien l'entendre, mais moi j'en attendais beaucoup plus des Browns contre les Cowboys, en particulier à domicile. Je m'attendais à ce qu'il y ait un match, et c'est pas ce qu'on a eu. On a eu les Browns d'il y a 7-8 ans, c'est-à-dire une équipe qui se fait littéralement taper dessus et pour laquelle on a de la peine. Alors qu'ils ont toujours cette défense dominante, ils ont toujours ce jeu hyper rugueux, ils ont toujours cette attitude qui consiste à taper très fort sur l'adversaire, mais en attaque, ça ne suit pas, et ça ne suit pas. Pourquoi ? Parce que leur quarterback est une pompe à vélo. Je suis désolé, je suis plus nuancé que ça d'habitude, mais sur Deshaun Watson, je ne peux pas. Et qui aurait pu prédire qu'un jour Baker Mayfield serait meilleur que Deshaun Watson, hein ? Il y a des choses qui arrivent aux Browns comme ça, c'est parce que c'est ce qu'on disait hors antenne, c'est qu'en plus les Texans en ont profité pour refaire toute leur équipe, quoi. Ils ont fait le ravalement de façade de l'équipe avec les tours de trave. Les Texans, ils ont refait la cuisine, la salle de bain, les fondations, et puis maintenant la cuisine pour Harrison Butker et tout. Ah non, c'est pour la femme d'Harrison Butker. Bref, mais voilà. En plus, Houston en a profité, ils en ont bien profité, ils ont eu parfaitement raison. Je sais pas s'ils ont eu le nez creux ou c'est incompréhensible. Et puis il faut rappeler aussi que depuis 2021, Deshaun Watson, il a joué 13 matchs pour Cleveland. 13 au prix où il est payé, ça fait cher la rencontre, hein. Alors, on parlait, Raphaël, de bencher éventuellement Deshaun Watson avant Thanksgiving. On rappelle que Thanksgiving cette année, c'est le 28 novembre, donc ça lui donne 2 mois et demi. Le QB2, c'est Jameis Winston, maintenant chez les Browns. Est-ce que pour toi, Jameis Winston ferait mieux que Deshaun Watson ? Franchement, c'est Et on ne touche pas à Jameis Winston, hein, je le rappelle. C'est vraiment pas impossible parce que c'est vrai que, comme disait Seb, c'est vraiment inexplicable de voir à quel point il est devenu mauvais. Franchement, c'est vraiment incompréhensible. Donc, pourquoi pas essayer Jameis Winston ? Sinon, les Browns ont drafté un QB aussi l'année dernière. Ils l'ont drafté très loin, mais bon. Et il avait fait quelques matchs d'ailleurs, il avait joué l'an dernier en titulaire. Il avait joué l'an dernier, mais il était pas prêt. Enfin, et puis il s'était blessé aussi. Il s'était blessé et il l'avait mis parce que c'était le second, quoi, parce que c'était le next in line, mais il n'était pas prêt, c'était pas un cadeau, quoi, de lui faire ça. Bon, les circonstances ont fait que. Est-ce que finalement l'an dernier les Browns ils s'en sont pas sortis aussi bien dans cette saison, justement grâce à cette accumulation de quarterback ? Je m'explique en 2 secondes. On l'a vu aussi du côté d'Arizona et quand il est arrivé à Minnesota, Josh Dobbs, c'est pareil, c'était un mec qui a réussi sur 2-3 matchs. Et puis après, les autres équipes se sont adaptées et puis ça a été moins bien. Là, comme ils changeaient de quarterback tous les 3-4 matchs, en fait, les équipes adverses, elles auraient plus de mal à s'adapter en fait dans la saison des Browns. Et finalement, ça leur a donné peut-être un avantage. On pourrait en dire autant des Colts avec Gardner Minshew également la saison dernière, parce que les équipes adverses s'étaient préparées pour jouer Anthony Robinson. Richardson, pardon, décidément ce soir, Anthony Richardson, il se retrouve face à Gardner Minshew qui a absolument pas le même style de jeu. Et moi, je suis certain que les Colts en ont bénéficié. Donc oui, c'est pas impossible. Bon, il y a aussi le fait quand même que les Browns, la saison dernière, ils ont réussi à tenir le cap grâce au coaching qui n'est pas passé en mode panique, malgré parce qu'il y a eu les quarterbacks, mais il y a eu Nick Chubb également qui se fait plier le genou dans le mauvais sens en deuxième journée, je crois. Deuxième semaine. Ah, voilà, en deuxième semaine. C'est voilà, d'ailleurs. C'est pas contre Cincinnati. Non. C'est possible. Non, je crois pas. Avec des bouchées pareils, ça m'étonnerait pas. Je ne sais plus. Oui, mais
touché. Mais voilà, toujours est-il qu'il y a un coaching staff qui n'est pas passé en mode panique et qui a réussi à tenir bon. Et je pense que c'est ce qui leur a permis de sauver leur saison. Mais là, je suis désolé, Watson, c'est plus possible. Alors, juste, je rappelle sa ligne de stats de dimanche contre les Cowboys de Dallas. C'est non seulement 169 yards seulement et un touchdown, 2 interceptions, 6 sacs concédés par Deshaun Watson. Il a couru aussi pour 39 yards, 5 fois pour 39 yards. On a quand même, au-delà de ce chiffre statistique de 169 yards, on a le taux de passes complétées, 24 sur 45. On est à tout petit peu plus de 50%, quoi, mais c'est vraiment un tout petit peu plus. Est-ce que dans des conditions comme ça, Arthur, on comprend pas mieux pourquoi est-ce que les Browns ont gardé 3 quarterbacks cette année dans leur roster actif? Oui, parce que on en a discuté avant. La seule chose, on va dire, qui peut faire des Browns une vraie équipe très dangereuse, c'est un quarterback. Parce que là, les stats de Seb parlent pour elles-mêmes, c'est nul. Et quand tu vois la défense qui est à côté, quand tu vois l'attaque qui y a autour de Deshaun Watson, tu dis que ce qui manque, c'est vraiment le quarterback. Et faire le bon casting pour Cleveland, ça pourrait mettre derrière eux toutes ces années de malheur, enfin le terme. De médiocrité, on va dire. Parce que bon, l'image, enfin j'avais une image la saison dernière, c'est quand ils se font battre par les Texans en playoff. On se souvient que c'est quand même les Texans, ils ont fait leur équipe grâce à Cleveland et le trade sur Deshaun Watson. Donc quand tu vois le résultat en playoff sans Deshaun Watson aux commandes de l'attaque, tu dis quand même il y a un sacré problème. Et pour répondre à la question de est-ce qu'il sera bench en Thanksgiving, le calendrier, il est quand même relativement... Enfin, il est équilibré, mais plutôt simple quand même à beaucoup de moments, je trouve. Bon, là, tu as les Jaguars cette semaine, mais après, tu as du Giants, tu as du Raiders, tu as du Commanders, tu as du Bengals, tu as du Chargers et tu as du Saints. Ça, c'est des matchs qui sont globalement prenables. Et je dis Bengals parce que les Bengals ont un problème contre les Browns, ils n'arrivent jamais à gagner. Mais avec contre les Browns. Ils ont gagné une fois les 5 dernières années ou je sais pas quoi, c'est une catastrophe. Oui, c'est ce que j'arrête pas de dire. Ouais. C'est une catastrophe. En parlant de catastrophe, il manque un autre truc. Hein. On n'arrête pas de parler du quarterback, mais il manque autre chose. À Cleveland, c'est un jeu de course. Hein. Parce que quand tu te retrouves avec un quarterback en difficulté à faire 93 yards dans le match, t'as quand même Jerome Ford, t'as quand même Dante Foreman là, qui va revenir un truc. Il manque cruellement Nick Chubb. Hein, parce que ça va faire du bien quand il va revenir lui aussi, parce que mine de rien, mais après c'est toujours pareil, comment il aura récupéré de sa blessure, etc. Ça, parce que la blessure, elle fait quand même peur. Hein, et alors attention, tant qu'on est à avoir peur, petite information, ils vont jouer les Jaguars cette semaine sans David Njoku, qui est d'ores et déjà out pour la week 2. David Njoku qui est le meilleur receveur du premier match avec 44 yards. Oui, c'est pas pléthore, mais c'est... Et tu vois, c'est ça qui est dramatique, parce que sur le jeu aérien, il a quand même de quoi s'amuser. Tu vois, Deshaun Watson, t'as Njoku, t'as Amari Cooper, ils ont fait venir Jerry Jeudy. Ouais. Donc, c'est pas non plus comme si le corps de receveur et de skill players étaient dépeuplés. Non, c'est juste plus possible. C'est pas l'homme de la situation. Il l'a peut-être jamais été. Mettez n'importe qui à la place, Jameis Winston, Tim Boyle, on s'en fout, mais trouvez quelqu'un d'autre, quoi. Raphaël, tu voulais dire un truc, je crois. Ouais, donc ce dimanche, ils vont jouer contre les Jaguars, et s'ils perdent, ce sera la première fois depuis 1993 qu'ils enchaînent 2 défaites de suite pour commencer la saison. Donc c'est une équipe piège. Hein. Bah non, parce qu'ils ont fait 0-16 en une année. C'était pas si longtemps qu'ils ont fait 0-16. T'es sûr de parce que moi, j'ai souvenir dans les années 2010 que Cleveland, c'est n'importe quoi. Cleveland, c'est une franchise. Alors, on pourrait... j'ai pas toutes les données en tête. Depuis 93, ils n'ont pas gagné de match. Mais peut-être l'inverse.
C'est les problèmes de traduction. Autant pour moi, désolé. Attends, Ouais. je vais regarder leur saison à 0,16 parce que je suis sûr que c'était il n'y a pas si Oui, ils sont il y a pas longtemps. C'était peut-être 2017. Il n'y a pas Ah oui. Ouais. C'est 2017. 2017. Ouais, Autant voilà. pour Voilà, moi. il y aurait enfin. Cleveland, T'inquiète pas. Cleveland, il y aurait presque un podcast à faire dessus et ce serait un peu le podcast du malheur, hein, parce que c'est une. Me donne pas d'idée. C'est- Me donne non. pas d'idée. Après, Steph, t'as l'habitude au podcast du malheur. Me donne pas d'idée, c'est Oh non, et moi les podcasts de la déprime, j'ai un peu l'habitude. Mais il y aurait une vraie étude à faire sur. Voilà. J'ai les stats de la saison 2017 des Browns, si vous avez fait 0-16. Ils ont été éliminés du titre d'AFC Nord en week 11. T'imagines? Donc quasiment juste après la mi-saison, ils étaient déjà éliminés pour être champions de, Ouais, quand même. pour être champions de division. C'est sympathique. Et ils ont eu un seul Pro Bowler dans toute leur équipe. C'était un linebacker cette année-là. Voilà. Pour mesurer un peu le truc, là j'ai un chiffre sous les yeux. Les Browns, c'est alors on fait de l'archéologie, hein, c'est 76 saisons. Le bilan, c'est 559 victoires, 535 défaites et 14 matchs nuls. Ouais. C'est pas top. C'est le moins qu'on puisse dire. moyen. Ouais, c'est pas... C'est pas top. Hein, Mon Dieu, tu sais, vous rappelez, est-ce que tu te rappelles, parce que je parlais à Seb, les autres sont trop jeunes, tu te rappelles de qui étaient les quarterbacks des Browns en 2017 pendant la saison à 0-16? 2017. Kevin Hogan Oh Pardon. et Cody Kessler et DeShaun Cheezer. Tu te dis, mais c'est quoi ça? Et tu vois, maintenant, les trois, ils sont vendeurs d'assurance ou de voitures d'occasion, tu vois. Avec Yaya. J'ai un pour les vendeurs d'assurance et de voitures d'occasion, mais oh là 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 là. Alors là, c'est le. Tu sais, on avait un groupe comique en France qui s'appelait Les Inconnus. Bah voilà. C'est la déprime. Là, ça met un coup. Je le dis, ça met un coup. C'est terrible. Bref, c'est sur cette note résolument positive qu'on va. Ah non, on va pas finir parce qu'il y en a encore. Vous en avez encore des surréactions. Mais voilà. Et on n'a pas répondu à ma question. Deshaun Watson sera-t-il benché avant Thanksgiving? Raph? Vu le prix qu'il est payé, non. Voilà, c'est ça, c'est le contrat qui va peut-être jouer à un moment aussi. Arthur? À moins d'une blessure, non. Ah bah non, benché, c'est une décision de coach. Techniquement, t'es sur le banc quand t'as une blessure. Non, benché, c'est benché, Arthur. Ça veut dire, c'est le coach qui te dit, t'es nul, tu sors, tu t'assois. Ok, non, du coup, non. Voilà. Non, parce que techniquement, quand t'as une blessure, t'es sur le banc. Non, t'es dans les tribunes. T'es dans les tribunes. Tu peux aussi être sur le banc. Ou t'es chez le kiné. Tu peux être chez le kiné. Tu fais comme Russell Wilson, t'es sur la touche en épaulière. Non, benché, là, c'est benché dans le sens comme on fait Sean Payton avec Russell Wilson, avec Russell Wilson l'an dernier. Oui, Seb? Je le souhaite. Je le souhaite. Voilà. Et on sait que Bertrand le souhaite aussi. Voilà, parce que Bertrand n'aime pas du tout Deshaun Watson. Voilà. Il aime bien les Browns, ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est vraiment Deshaun Watson. Moi aussi, j'aime bien les Browns, hein, vraiment. Moi, j'aime bien les Browns, mais Deshaun Watson, c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Vos surréactions, Arthur, t'en avais une, je crois. Non? Non, du coup, on en a un petit peu répondu tout à l'heure. On a déjà répondu. Bon, bah alors, il y en a plus. Bah, dis-nous quand même. Dis-nous quand même, c'était quoi? C'était à propos du coaching, s'il fallait pas faire des changements au moment. Sur les Bengals. D'accord. Je pense surtout au niveau de Zach Taylor et de Lou Anarumo. Attends, faire des changements, tu veux dire quoi? Tu veux dire Zach Taylor dehors? Zach Taylor ouais. Oui. Non, parce qu'on fait des surréactions là. Si c'est pour dire oui, alors au lieu de jouer une Power 23, ce serait mieux qu'il joue une jet sweep, non. Donc c'est Zach Taylor dehors, c'est ça? En gros, oui. Zach Taylor est peut-être aussi. Ah, bah dis-le! Zach Taylor fait mission! Ah! Comme un Hidalgo! En fait, j'aime bien, c'est qu'il rate toujours les débuts de saison et qu'il est peut-être aidé par la qualité de l'effectif. Après. Attends, j'ai vu un truc pour il rigole à côté. C'est ce qu'il a dit. On fait pas de politique dans le podcast, tu sais bien.
Tout en carrière. Il a parlé d'Annie Dallo. Voilà, d'émission. Rien de c'est bien méchant. connu. Rien de méchant. Excusez-moi, j'ai craqué. En bref. Désolé, chef, j'ai craqué. C'est pas grave. Bon, on a trop longtemps parlé des Bengals. Moi, au bout d'un moment, je Alors, suis en fait, qu'un homme, hein. ce que tu proposes, Arthur, c'est que du coup, il vire Zach Taylor pour les 5 premières semaines, le temps qu'il soit bon. Et ensuite, il reprenne Zach Taylor. Alors, Non, je mais, connais pas la convention collective de la NFL, mais à mon avis, ça pose un problème, ça. Ils peuvent prendre notre coach, hein, si tu veux. Nous, on est sur 6 victoires consécutives en 6 ans sur la week 1 avec les Saints. Donc, ils peuvent à la rigueur prendre celui des Saints pour les 2 premières semaines. Et puis après, ils reprennent Zach Taylor. On échange. Hein, Non, mais si tu- je pense surtout à Lou Anarumo si la défense est toujours aussi nulle, parce que l'année dernière, c'était quand même assez terrible. Soit dit en passant, si vous voulez changer de coach, je suis pas complètement fermé à la proposition. Hein. Zach bien Taylor, vous c'est donner- vraiment une overreaction. Mais Je veux bien vous donner Denis Allen contre Zach Taylor, il n'y a pas de souci. Hein. Je prends tous les Taylor, Matt Taylor, Zach Taylor. Ça y est. Seb, toi, t'y crois, Zach Taylor, allez, on va dire viré avant la fin de l'année. Non, faut pas je abuser. crois pas. De toute façon, le front office, il est passé fort pour ça. Elle est bonne, celle-là. C'est lui qui me propose l'overréaction, et quand je la reformule, il me dit Non, mais faut pas exagérer. C'est Non, mais surtout oh. vous. C'est surtout- La question est un peu Non, nulle, non, je trouve. hein. j'en ai un peu marre. Moi, je voulais aiguillonner Arthur qui me disait oui, il faut faire des changements au coaching. Non, on est en train de faire l'overreaction. Donc, changement au coaching, c'est coach dehors, quoi. T'as dit quoi, Seb, tu voulais Je voulais aiguillonner, J'avais pousser un compris, petit peu. j'avais compris, je voulais guillotiner. Mais non, pas du tout. Mais Mais laisse-le tranquille, pas. ce pauvre Ah, Arthur. Non, moi je voulais pousser un petit peu Arthur, quoi, qui nous lâche son sentiment profond. C'est les overreactions, donc faut changer dans le coaching. Non, c'est coach d'émission, quoi. Ok, donc l'overreaction, si les Bengals pas qualifiés en playoff et que c'est toujours aussi le bordel dans l'équipe, faut changer. Voilà. Voilà, ça c'est mieux. l'overreaction. C'est déjà C'est mieux. mieux. C'est déjà Il y mieux. a eu de bonnes saisons, puis après, c'est un petit peu les croulades. Voilà. Seb, t'avais une overreaction. Une overreaction, toi aussi, oh là là. C'est décidément fatigué. Il y avait une overreaction. Justin Fields sera starter toute la saison à Pittsburgh. Voilà. Oh. Alors, c'est déjà bien parti pour la week 2, visiblement. Alors, je pense même que c'est confirmé pour la week 2 parce que, effectivement, Russell, il est en épaulière sur la touche, mais Russell Wilson, il est blessé. Alors, effectivement, on va tempérer un petit peu. Fields, il n'a pas non plus été étincelant contre. Si, on est quand même à 0 touchdown offensif. Voilà. 0 touchdown offensif, 17 sur 23, 156 yards. Il a ajouté 57 yards au sol. Alors, pas de touchdown, mais pas de turnover. C'est vrai. Et pour Justin Fields, c'est pas mal. Quand même quelque chose. Voilà. Et puis, il y avait un plan de jeu qui était très conservateur de la part d'Arthur Smith. Désolé si je fais un pléonasme, mais ça a été suffisant. Néanmoins, Fields, il est quand même toujours vu par Pittsburgh en développement pour une raison qui est simple, c'est que c'est pas lui le premier choix. Il y a eu vraiment un choix de fait entre lui et Wilson à l'intersaison, et c'est Wilson qui a été choisi. Donc, est-ce que lorsque Wilson sera de retour en forme, il restera starter? Moi, je pense que tant que la défense tiendra la baraque comme elle l'a fait contre Atlanta dimanche dernier, Fields, il a peut-être encore le poste. Ça doit être un sacré crève-cœur pour Russell Wilson, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais les Steelers jouent contre Denver cette semaine. Et à mon avis, Russell Wilson aurait bien aimé y être. Voilà. Je pense qu'il aurait bien aimé la jouer celle-là. Je pense que là, tu pouvais pronostiquer une très belle perf de Russell Wilson. Ça aurait été, à mon avis, très compliqué pour Denver sur ce point de vue-là. La fin de saison des Steelers est absolument diabolique. Hein. Les 4 dernières semaines, c'est Eagles, Ravens, Chiefs et Bengals. Oh là là. La fin de saison, ils ont intérêt à prendre les victoires avant. Hein. C'est le début de saison, par contre, là, il reste Broncos, Chargers, Colts, Raiders, Jets, Giants, Commanders. Ils vont en prendre quelques-uns. Il y en a quand même pas mal. Il y en a un certain nombre qui sont faisables là-dedans, mais c'est vrai qu'après après la semaine 10, ça se complique. Ça va être compliqué. Ah ouais. Raph, est-ce que toi, tu crois au Justin Fields, quarterback toute la saison chez les Steelers? Étant donné que Wilson est pressenti comme starter, je pense pas qu'il fera toute la saison. Mais force est de constater que pour l'instant, c'est pas si mal que ça. Et s'il continue là à la week 2, il pourra
prendre de l'expérience et des habitudes. Après, est-ce qu'on va pas se retrouver avec le même problème que l'an dernier, justement chez les Steelers, avec Mason Rudolph? Si tu te rappelles, Seb, au moment d'arriver dans les playoffs, on s'était posé cette question. Est-ce qu'il faut rechanger de quarterback alors qu'il avait la main chaude et que ça se passait bien? Et finalement, Mike Tomlin avait laissé Mason Rudolph, si je me souviens bien, pour le match de playoff à Buffalo. Donc voilà, c'est vrai que si Justin Fields est à 2, 3, 4 victoires pendant la blessure de Russell Wilson, après, aller tout bousculer, changer de quarterback alors que ça fonctionne, c'est toujours un peu compliqué, non, Arthur? Oui, mais après, c'est pas comme s'il avait fait comme Baker Mayfield dans la week 1. Là, Justin Fields, c'était quand même Non, ça c'est sûr. compliqué. Non, bien sûr. Il a été, la défense l'a bien aidé. Chris Boswell aussi. Il a marqué 100% des points de l'équipe. Pour répondre à la question, je pense que Russell Wilson va forcément revenir et il va lui prendre le poste de titulaire. Par contre, l'inverse, le fait que de mettre Russell Wilson sur le banc pour Justin Fields un peu plus tard dans la saison, ça pourrait être drôle à voir. Là, c'est l'avantage qu'ont les Steelers, c'est qu'ils ont deux vraies possibilités. C'est-à-dire que c'est vraiment, en plus avec des contrats ridicules au niveau des salaires. Russell Wilson, il est au minimum de la ligue parce qu'il a encore l'argent de Denver. Ouais. C'est Denver qui le paye. C'est Denver qui le paye et je crois que Fields, il doit encore être sur son contrat rookie. Voilà. Il a encore une année de contrat rookie, il me semble. Donc, il les paye que il paye rien. Il paye 3 paquets de Pépito et un masque. Quand tu passes de Kenny Pickett, Mason Rudolph à Justin Fields, Russell Wilson qui était starter l'année dernière. C'est un upgrade. Franchement, c'est un upgrade. Ils ont de la profondeur. Ils peuvent se faire plaisir à mettre lui titulaire, l'autre titulaire, enfin, à vraiment changer quand ça va pas. Et tu vois, c'est pour ça tu parlais de la saison précédente, Flav. Les circonstances vont être semblables, mais le contexte, quand même, en termes de talent, n'est pas le même, quoi. Ah oui, non, ça, c'est certain. Les amis, merci pour ce podcast. Les rendez-vous sur TFA, il y a les podcasts déjà du débrief de la Week 1, il y a celui de l'ELF avec Marc Mathioli, même si on a eu quelques petits problèmes de son, Marc est bien dans le podcast, et vous pouvez écouter toute la review aussi du podcast ELF de notre demi-finale des Paris Musketeers, malheureusement perdu contre les Vikings de Vienne. Les prochains rendez-vous sur TFA, ce sera samedi matin avec le Tailgate Weekend, où on fera les 3 affiches de la semaine, les paris sportifs avec Waik et la fantasy avec Bertrand. Ce sera donc sur les antennes samedi matin. Vous avez aussi un podcast WNBA à écouter avec nos amis de la rubrique basket du ballon orange. Et nous, avec Seb, on va se retrouver maintenant, ce sera mardi prochain pour la review de la Week 2. Et ce sera, alors le programme, ce sera avec Yaya et ce sera avec Vince aussi, qui sera là pour parler de cette deuxième semaine de compétition. J'ai failli oublier de donner le programme complet de la deuxième semaine quand même, parce que faut quand même parler un petit peu de NFL, hein, les amis. Alors, programme complet de cette deuxième semaine, ça commence jeudi avec le duel entre les Dolphins de Miami. J'ai même plus mon programme, il est où ? Ah, il est là, voilà. Entre les Dolphins de Miami et les Bills de Buffalo. Donc ça, c'est jeudi soir sur les antennes de beIN Sport. Dimanche, les Ravens accueillent les Raiders, les Panthers accueillent les Chargers, les Cowboys reçoivent les Saints, les Lions reçoivent les Buccaneers, les Colts se déplacent chez les Packers, les Browns iront rendre visite à Jacksonville, au stade avec la piscine. Les 49ers de Monseb iront chez les Vikings du Minnesota essayer de faire mieux que les Giants la semaine dernière. Les Patriots reçoivent les Seahawks, les Titans reçoivent les Jets, les Commanders dans le choc de la journée défieront les Giants de New York. Les Cardinals de l'Arizona reçoivent les Rams de Los Angeles. Le vrai choc de la journée, il sera à suivre en intégralité sur beIN Sport. Ce sera le match entre les Chiefs et les Bengals de Cincinnati. Les Broncos reçoivent les Steelers. Dans le cadre du Sunday Night Football, les Texans recevront les Bears de Chicago. Un choc entre CJ Stroud et Caleb Williams. Et enfin, pour le Monday Night Football, ce sera les Eagles face aux Falcons. Voilà pour Kirk Cousins en prime time pour la Week 2. Je ne vous dis que ça, je n'en dirai pas plus. Merci à tous d'avoir été là, merci à tous de nous avoir écoutés. On se dit à très vite sur les antennes de TFA. Passez une très bonne journée parce qu'on se retrouve dès samedi avant la deuxième semaine de NFL. Salut tout le monde. Ciao, bye. Salut.